On va terminer la matinée avec le professeur Yves Krama, donc, qui est aussi un mathématicien de l'Université de Liège. Il est professeur à HEC, École de gestion. Et donc Yves est un spécialiste de recherche opérationnelle et de logistique. Et vous verrez au cours de son exposé en quoi consiste la recherche opérationnelle. Et donc il travaille tant en termes de théorie qu'en application vraiment beaucoup plus concrète. Et donc Yves a écrit, je n'ai pas été vérifié, mais de l'ordre de 80 à 100 publications scientifiques et aussi de nombreux livres, notamment un livre sur les fonctions booléennes. Et donc comme ça, avec les 3 orateurs de la matinée, vous aurez pu avoir des mathématiciens travaillant dans 3 départements différents de l'université. Donc Yves, c'est à toi. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous ne perdez rien. Regarde le... Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Bon, donc merci Michel pour la petite présentation. Donc effectivement, je suis un mathématicien d'un type un petit peu différent des deux précédents. Il y a toutes sortes de races de mathématiciens. Voilà, moi je dis parfois que je suis un mathématicien défroqué parce que je travaille dans une école de gestion. Je donne cours à des étudiants qui font la gestion, donc qui s'intéressent à la gestion des entreprises. Et donc je m'intéresse beaucoup aux applications des mathématiques dans le domaine de la gestion. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je ne ferai pas un exposé mathématique, je vais vraiment me concentrer sur les applications. Il y aura 1 ou 2 petits théorèmes, mais pas grand-chose. Je vais beaucoup me concentrer sur les applications à titre d'illustration, et en particulier sur les applications dans le domaine du transport. Alors bon, je repars de cette question-ci. Hein, les maths, ça sert à quoi ? J'espère qu'après les exposés que vous avez déjà entendus ce matin, vous êtes déjà plus ou moins convaincus que ça peut servir à quelque chose. On me demande souvent aussi, est-ce qu'il y a encore de la recherche à faire en mathématiques, hein. Michel Rigaud vient de mentionner que nous publions des papiers, donc des articles scientifiques en maths, donc ça veut dire qu'il y a encore de la recherche en mathématiques. J'ai des amis qui me demandent, les maths, il y a encore vraiment quelque chose à découvrir, hein, on n'a pas déjà tout découvert depuis 300 ans. Non, il y a encore des choses à découvrir. On vient d'en voir des exemples avec la présentation précédente aussi, où manifestement l'intelligence artificielle, ça n'existait pas tellement il y a 200 ans, donc toutes les méthodes mathématiques doivent être au minimum adaptées pour s'appliquer dans ce cadre-là. Alors moi, je vais vous faire remonter un petit peu dans le temps pour vous dire qu'en fait, ça sert tellement que déjà il y a 4000 ans, hein, à Babylone, les Babyloniens écrivaient sur des tablettes en argile, comme ceci. On a retrouvé des tas de tablettes en caractère cunéiforme, ça s'appelle, hein, parce qu'ils gravaient dans l'argile, et quand vous gravez dans l'argile, c'est pas très facile de faire des boucles comme ça, donc ils mettaient tous les machins en coin, ils faisaient des lignes comme ça pour écrire. On a retrouvé des tas de tablettes comme ça, et il y a beaucoup de tablettes qui en fait étaient consacrées soit aux mathématiques, vraiment. Celle-ci apparemment, elle représenterait des tables trigonométriques. C'est l'hypothèse en tout cas qui est avancée, on n'est pas tout à fait sûr. Et puis, il y avait aussi des tas de tablettes qui portaient, par exemple, sur la comptabilité, sur le comptage des quantités de production de blé, par exemple, en Mésopotamie. Hein, le blé est originaire de cette région-là du monde. Hein, ou bien, parfois, sur d'autres types de calculs très, très, très pratiques. Donc, vous voyez ici que ceci est extrait d'un article scientifique, encore une fois, où on explique qu'une tâche importante pour les dirigeants de la Mésopotamie, donc qui habitaient à Babylone, était de creuser des canaux et de les maintenir. Parce que les canaux ne sont pas seulement nécessaires pour irriguer les champs, mais aussi pour le transport des biens et des armées. Donc, il fallait creuser des canaux, hein, et puis il fallait faire circuler des bateaux dessus, et des militaires et des commerçants. Et les hauts fonctionnaires du gouvernement ont probablement ordonné aux mathématiciens babyloniens de calculer le nombre de travailleurs et les jours nécessaires à la construction d'un canal et le total des dépenses de salaire des travailleurs il y a 4000 ans. Et ça, c'est le genre de choses qu'on fait toujours aujourd'hui. Les entreprises doivent être capables de calculer le nombre de personnes dont elles ont besoin, le nombre de ressources dont elles auront besoin, le total des dépenses, le coût des projets, etc.
Donc vous voyez, ça ne remonte pas vraiment à il y a 300 ans, l'utilité des mathématiques. En fait, elle a été reconnue il y a 4000 ans ou plus. Et si on a développé les maths, ce n'est pas pour le plaisir de faire du brainstorming. Pardon. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir de faire du brainstorming sur des problèmes mathématiques difficiles, mais c'est aussi parce que ça sert à quelque chose. À l'heure actuelle, les mathématiques appliquées à la gestion, elles appartiennent à différents groupes de disciplines mathématiques. Il y en a une en particulier qui est mon domaine d'expertise, qui est la recherche opérationnelle. Et la recherche opérationnelle, c'est quoi? C'est cette branche des mathématiques appliquées qui utilise des modèles mathématiques, des équations, si vous voulez, des modèles mathématiques pour aider les gestionnaires à prendre de bonnes décisions dans des situations complexes. Où faut-il creuser des canaux? Combien est-ce que ça va coûter? Combien de personnes est-ce qu'il faut mettre? Comment est-ce qu'on peut minimiser les coûts, etc. Donc l'utilisation des maths pour résoudre des problèmes de gestion, ça relève de la recherche opérationnelle. C'est un terme un petit peu barbare, c'est un truc que vous ne connaissez pas tellement, mais en fait c'est un peu partout. Il y a quelques années, le slogan de la Société américaine de recherche opérationnelle, c'était que la recherche opérationnelle is the world's most important invisible profession. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une profession invisible, vous ne savez pas qu'elle existe. L'intelligence artificielle, vous en avez entendu parler, la recherche opérationnelle, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, et pourtant elle est importante parce qu'elle est un petit peu partout aussi. Alors ce que je vais faire, c'est vous montrer quelques exemples. Je ne sais pas si je couvrirai tout, on verra en fonction du temps. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Je vais essayer de couvrir quelques types de problèmes qu'on peut traiter, qu'on traite en recherche opérationnelle, essayer de vous montrer leur intérêt. Ce sera encore une fois principalement dans le domaine du transport. Alors, j'étais il y a 4000 ans, je remonte un petit peu dans le temps, je reviens un petit peu vers nous. Prusse orientale, 1736. Euler et les ponts de Königsberg. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui, connaissez? C'est parce que vous lisez les bandes dessinées? Ouais. Donc ceci, c'est une bande dessinée qui a été publiée en 2006. Bollé et Aymon, ce sont deux dessinateurs et scénaristes de bande dessinée assez connus. Et sur cette bande dessinée, en fait, la première page commence avec la représentation de Euler, donc, qui est un mathématicien parmi les plus célèbres, parmi les plus prolifiques de l'histoire. Euler se trouve dans cette ville Königsberg, en Prusse, en 1736, et il est confronté à une légende qui circule dans la ville. Il faut savoir que Königsberg est construit sur la rivière Pregel, et il y a une ou deux îles sur la rivière, un petit peu comme Liège, et il y a des ponts qui relient la rivière, qui relient les îles aux berges de la rivière ou du fleuve. Et il y a une légende qui circule dans la ville qui dit la chose suivante. Voilà, il y a 7 ponts à Königsberg. Exactement 7 ponts. Et on suspecte qu'il est impossible, en fait, de faire le tour de la ville en ne traversant chaque pont qu'une et une seule fois. Et Euler, qui est mathématicien, ça le travaille un petit peu, cette légende qui circule dans la ville, et il se dit, si c'est vrai, il doit y avoir moyen de le prouver. Le métier de mathématicien, c'est de prouver les choses. Donc il doit y avoir moyen de le prouver. Et la façon dont Euler approche le problème, c'est de faire ce qu'on appelle de la modélisation mathématique. Donc il va passer de ce problème réel, une ville avec des ponts, des gens qui ont envie de se balader, et il va transformer ça en un objet mathématique. Alors la façon de le faire, elle est illustrée ici en bas, dans la case ici en bas de l'écran. C'est assez simple, en fait, c'est exactement la même chose, c'est à peu près la même chose que ce que M. Rigaud vous a montré dans la première présentation. Il va transformer son problème en un problème de graphe, de nouveau. Donc le modèle mathématique, il se présentera comme ceci. On a au départ un plan de la ville, qui est ici à gauche de l'image. Il va abstraire cette image en oubliant les maisons et le détail des ponts, et ça donne la deuxième image ici. Et puis on fait encore une abstraction supplémentaire, et on dit on va simplement représenter chacune des rives ou chacune des îles comme étant un point, un sommet. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4, vous ne voyez pas très bien mon pointeur, mais il y a 4 rives, 2 rives et 2 îles plus exactement. Donc il y a 4 points, et chaque fois qu'il y a un pont qui va d'une rive, d'une berge à une île, ou bien d'une île à une île, je mets une arête.
Je lis les deux points correspondants. Clair? Oui. Donc chaque point du graphe représente une rive ou une île et chaque ligne reliant deux points représente un pont. Et la question maintenant, donc la question au départ c'était est-ce qu'il est possible de faire une promenade à Königsberg en ne traversant chaque pont qu'une seule fois? Et maintenant la question devient la suivante, j'ai un graphe. Est-ce qu'il existe un chemin sur ce graphe, on va se balader sur le graphe simplement, est-ce qu'il existe un chemin qui traverse chaque ligne une et une seule fois? On veut traverser les lignes ce sont les ponts. Donc Euler s'est penché sur ce problème. Le point de départ et le point d'arrivée peuvent être distincts ou non, on va supposer peut-être qu'ils peuvent être distincts pour l'instant. Et Euler a un petit peu réfléchi au problème, il se dit, bon voilà, je pars de n'importe où, disons que je pars du point là au-dessus, le point qui est tout au-dessus, et puis je me dirige vers la rive qui est ici à droite, on ne voit vraiment rien avec ça, donc je me dirige vers la rive qui est à droite, et puis de là, je vais devoir repartir. Une fois que je suis là, il faut que je reparte. Donc je vais repartir, je ne sais pas où, peut-être, je sais pas où, peut-être là, peut-être en bas, oui. Et puis je vais continuer de me balader dans la ville, et puis à un moment, je vais peut-être revenir de nouveau au point qui est à droite, là. Et puis quand je serai là, il faudra que je reparte de nouveau, sauf si c'est mon point d'arrivée final. Mais sinon, il faut que je reparte. Chaque fois que j'arrive quelque part, il faut que je continue ma promenade, oui. Donc chaque fois que j'arrive sur une île ou une berge, il faut que je reparte. Donc je vais repartir, je ne sais pas où. Donc, en d'autres termes, chaque fois que vous arrivez quelque part, il faut que vous repartiez. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comptez le nombre de fois que vous arrivez quelque part, il sera égal au nombre de fois où vous partez de ce quelque part, de cet endroit. Donc, si vous arrivez 3 fois à un endroit, vous devez repartir 3 fois, sauf si c'est votre point d'arrivée final. Oui. Mais sinon, ce sera 3 qui entrent, 3 qui sortent. Donc le nombre de ponts qui doivent être adjacents à cette rive, là, ou cette berge, ou cette île, ça doit être un nombre pair. Parce que chaque fois que j'arrive, je dois repartir. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Donc chaque fois que j'arrive quelque part, je dois repartir. Donc ça veut dire que pour que je puisse faire cette balade, il faut que le nombre de lignes qui sont adjacentes, qui touchent chacun des points, le nombre de ponts qui touchent chacune des rives ou des îles, ce soit en nombre pair. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Vous allez arriver quelque part, vous ne pourrez pas repartir. Donc il y a un théorème qui est un théorème facile, en fait, qui dit la chose suivante. S'il est possible de faire la balade, donc s'il existe un chemin qui traverse chaque pont, chaque ligne, une et une seule fois, alors chaque point, chacune des rives ou chacune des îles, doit être contenu dans un nombre pair de lignes. Parce que chaque fois que vous arrivez, vous devez pouvoir repartir. Donc ça doit être contenu dans un nombre pair de lignes. Sauf le point de départ et le point d'arrivée final, qui eux seront contenus dans un nombre impair. Oui. Alors bon, une fois qu'on a constaté ça, et c'est très facile, c'est pas compliqué, une fois que vous avez constaté ça, vous regardez le graphe de la ville de Königsberg et vous voyez que tous les points bleus sont adjacents à un nombre impair de lignes. Tous. Oui. Donc, il n'y a pas de promenade qui vous permet de traverser tous les ponts une seule fois. C'est extrêmement simple, en fait, c'est une constatation assez facile. Et on considère généralement que ce résultat, en fait, c'est le premier résultat de théorie des graphes, premier résultat mathématique en théorie des graphes. Plus exactement, donc, on conclut assez facilement que la légende des ponts de Königsberg est correcte. Et en fait, Euler, il a démontré quelque chose qui est nettement moins facile que ça, parce que ça, c'est un résultat évident, trivial. Ce qu'il a démontré, c'est qu'on peut remplacer le si par un si et seulement si. Donc, si chacun des points est adjacent à un nombre pair de lignes, sauf éventuellement 2 qui serviront d'arrivée et de départ et d'arrivée, alors il existe une balade. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Vous pouvez faire une promenade qui va traverser chaque pont une seule fois. Ça, c'est un théorème nettement moins facile à démontrer, mais c'est un théorème qui est correct et qui est célèbre et qui a son utilité. Alors, je peux vous donner un exemple fictif. Voici une ville qui n'existe pas. C'est comme le « this person does not exist », là, « this city does not exist ». Donc, voici une ville qui n'existe pas. Elle est totalement imaginaire. J'ai mis des ponts, une rivière et des ponts. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai repiqué le dessin quelque part. J'ai mis des îles et des ponts. Et alors, je veux savoir s'il y a moyen de faire une promenade qui traverse chaque pont une seule fois. Ben, je vais compter combien de ponts arrivent sur chaque morceau de terre.
Et j'ai fait le calcul, en principe, le voici. Donc il y a, si vous prenez la partie ici en bas, c'est la plus facile à montrer, mais il y a 1 pont, 2 ponts, 3 ponts, 4 ponts, 5 ponts, 6 ponts qui arrivent sur la bande de terre qui se trouve en bas de l'image. Donc j'écris 6. Oui. Et au-dessus, la partie en haut à droite, il y a 5 ponts qui y arrivent, donc j'écris 5. Et maintenant, je regarde, est-ce que sur chaque parcelle de terre, il y a exactement un nombre pair de ponts qui y mènent? Oui, sauf pour 2, celui en haut à droite et celui en haut à gauche. 2 impairs, tous les autres sont pairs. Il existe une promenade. Il existe une promenade qui part d'un point, qui traverse tous les ponts une seule fois et qui arrive sur l'autre morceau de terrain qui a un degré impair. Et si vous ne me croyez pas, j'espère que vous me croyez, mais si vous ne me croyez pas, voici la promenade. Voici une promenade possible. Vous pouvez vérifier, elle traverse chaque pont. Elle part en haut à gauche, là, dans le carré rouge. Elle part en haut à gauche, elle traverse tous les ponts une seule fois, et elle arrive en haut à droite. Oui. Donc voici un exemple de théorème mathématique qui remonte encore une fois à 1736, par là, hein, et qui est un théorème intéressant. Vous pourriez dire à quoi est-ce que ça sert. Je vous ai promis de parler d'application. C'est le seul théorème que je vais vous montrer, je crois. Je vous ai promis de parler d'application. Bah, si vous avez envie de vous promener à Königsberg, bon, vous pouvez vous servir de ça, mais ce n'est probablement pas l'application la plus pratique. Il y a des tas d'applications, par exemple, en tournée, en itinéraire de camions, de personnes, je vais y venir. Et il y a également des applications, en fait, par exemple, pour le dessin automatique de plans, par exemple. Hein. Si vous connaissez ce jeu qui consiste à dessiner une petite maison sans lever son stylo, vous savez, hein. Bah, parfois, vous avez des machines qui doivent faire des dessins, et ce qu'on voudrait, c'est que la machine ne doive pas se lever du papier, en fait. Ça revient à traverser toutes les lignes une seule fois. Donc, il y a des applications. Je ne vais pas m'attarder sur ces applications-là. Je vais m'attarder sur d'autres applications. À propos, comment est-ce qu'on va de Liège à Königsberg? Je vous ai dit que Königsberg, c'était en Prusse orientale. Si vous cherchez sur Google Maps, vous n'allez pas trouver Königsberg. Königsberg a changé de nom après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça fait partie de la Russie de nos jours. Ça s'appelle Kaliningrad à l'heure actuelle. C'est le nouveau nom de la ville, Kaliningrad. Alors vous pourriez dire pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'aller à Kaliningrad. Vous connaissez Kaliningrad? Vous avez déjà entendu parler de cette ville-là? Vous aimez le football? Un supporter des Diables fait le trajet jusqu'à Kaliningrad à vélo. Oui. Pourquoi est-ce qu'il voulait aller à Kaliningrad? La Belgique a joué contre l'Angleterre à la dernière Coupe du Monde, si vous en souvenez, en phase éliminatoire. Je crois qu'elle a joué 2 fois, peut-être. Mais en phase éliminatoire, ils ont joué contre l'Angleterre à Kaliningrad, en fait. Et donc, il y a ce kidam là qui venait de Flandre, quelque part, et qui voulait aller jusqu'à Kaliningrad à vélo pour faire des économies. Et donc, il a dû se poser la question, tiens, comment est-ce qu'on va à Kaliningrad? Et quand vous lisez l'article, en fait, il vous explique que de nos jours, c'est facile parce que je ne sais plus très bien où c'est vraiment simple. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez planifier chaque jour grâce à votre téléphone. Oui, hein. Il explique ça dans l'article de journal. En fait, effectivement, aujourd'hui, on a des ordinateurs. Hein, donc, si on veut trouver le chemin de Liège à Kaliningrad, on utilise Google Maps ou Mappy ou Via Michelin, n'importe quel système de navigation. Et hop, vous poussez sur un bouton et Google Maps, en l'occurrence, vous dit voici le chemin pour aller de Liège à Kaliningrad. Vous voyez, ça se trouve là au-dessus, sur la mer Baltique, il fait froid. 1401 km, 14h25. Hein? Ou bien vous faites ça dans votre GPS, vous rentrez ça dans votre GPS dans la voiture, vous dites je veux aller à Kaliningrad, et la petite dame vous dit le trajet a été calculé, vous arriverez à destination dans 14h25. Il y a des embouteillages sur le trajet. Oui. Et ma question, c'est comment fait-elle? Comment est-ce qu'elle fait, la petite dame qui est dans la machine, là? La petite dame qui est dans votre GPS, comment est-ce qu'elle fait pour calculer ce truc aussi vite? Évidemment, elle n'a pas en mémoire dans sa machine, elle n'a pas en mémoire tous les chemins possibles de n'importe quelle origine jusqu'à n'importe quelle destination. Hein, c'est impossible. Oui. Il y en a qui veulent partir de
de la place du Bâti à Cointe pour aller à Kaliningrad. Il y en a d'autres qui veulent partir du quai Van Bonheden pour aller à Marche. Je ne sais pas. On ne peut pas avoir tous les itinéraires possibles en mémoire. Donc, il faut les recalculer chaque fois. Donc, on recalcule ça de nouveau grâce à un modèle de graphe. On prend la carte routière que Google Maps possède. On prend la carte routière de l'Europe, en l'occurrence. Les petits points jaunes ici, ce sont des nœuds, des intersections, des carrefours, hein, des nœuds routiers. Les lignes, ce sont les routes ou les segments de route. Vous oubliez l'Europe, vous vous concentrez sur le graphe uniquement, il est là dans la partie de droite. Et ce que vous voulez trouver, c'est le chemin le plus court ou le plus rapide qui va d'un point F à un point C, par exemple. Liège à Kaliningrad. Et ça, c'est un problème de graphe uniquement. Oui, j'ai un graphe avec des distances sur les routes. On peut oublier qu'on est en Europe. Donc c'est un problème purement mathématique. On veut calculer le chemin le plus court entre un point de départ et un point d'arrivée. C'est un problème qui est bien résolu par un algorithme qui est dû à Dijkstra, un mathématicien néerlandais, et qu'il a publié en 1959. On se rapproche encore un petit peu. Est-ce qu'il y a encore de la recherche en mathématiques? 4000 ans, 300 ans, 60 ans, ouais, 60 ans. Donc on est en train de se rapprocher. Dijkstra a développé un algorithme qui permet de résoudre ce type de problème. Alors en 1959, il n'y avait pas Internet, il y avait à peine des ordinateurs, c'était vraiment les tout premiers qui apparaissaient. Donc ces problèmes ont évolué évidemment. Hein. Pour les remettre au goût du jour à l'heure actuelle, il faut être capable de répondre à cette question en temps réel. Vous entrez la destination dans votre GPS de nouveau et puis vous vous impatientez parce que 5 secondes après, la réponse n'est toujours pas là. Oui, mais attendez, donnez-lui un tout petit peu de temps à l'extra hein, quand même. Donc on veut faire ça en temps réel. On a des réseaux gigantissimes. Hein, le réseau, pensez au réseau routier européen. Il y a des millions, on parlait tout à l'heure de chiffres de l'ordre d'1 million, 1 milliard. Il y a des millions de routes, de segments de route en Europe, évidemment. Oui, et des millions de nœuds autoroutiers. Des conditions dynamiques, s'il y a un accident quelque part, votre GPS va vous remettre sur une autre route. Oui. S'il y a des travaux quelque part, il n'était pas là hier, le chantier s'est ouvert aujourd'hui, vous voulez que votre GPS le connaisse. Donc on veut des algorithmes qui sont très rapides et qui doivent être améliorés en permanence. Et à l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui travaillent sur le développement d'algorithmes plus rapides pour toujours ce problème-ci, simplement, pour améliorer la performance de votre système de navigation, simplement. Donc c'est un exemple d'application entre des problèmes très pratiques, hein, je veux aller d'un point A à un point B, de la recherche mathématique, parce qu'il faut développer une nouvelle méthode, et des développements informatiques, évidemment, qui sont incontournables pour mettre ceci en œuvre. Alors, il y a encore plus général, il y a des problèmes plus compliqués que ça. Je vous ai dit que je travaille dans une école de gestion. On s'intéresse beaucoup dans la gestion des entreprises à l'optimisation des tournées de véhicules. Ça veut dire quoi? À HEC, par exemple, en termes de recherche actuelle, on a travaillé assez récemment sur des problèmes d'approvisionnement de magasins pour une grande chaîne de distribution, hein, type Delhaize, Carrefour ou autre. Le problème qui se pose tous les jours à ces grandes chaînes de distribution, c'est d'approvisionner leurs magasins. Il faut amener la salade, le jambon et les boîtes de conserve, il faut les amener dans les magasins. Ils n'arrivent pas tout seuls. Et comment est-ce qu'ils arrivent jusque-là? Toutes ces denrées arrivent là en camion. Et donc, il faut optimiser le parcours que les camions vont faire pour arriver jusqu'au magasin. Le deuxième type de problème, je vous en dirai peut-être quelques mots de plus, sur lequel on a travaillé très récemment avec quelques collègues, c'est le transport de patients. Le transport de patients qui doivent être transportés à des rendez-vous médicaux individualisés complètement. Et donc, tous les matins, il y a des sociétés dans la région liégeoise qui travaillent avec les mutualités, par exemple, ou la Croix-Rouge, qui vont chercher des personnes âgées ou des personnes malades à leur domicile pour les amener à des rendez-vous médicaux, qui doivent les reprendre lorsque le rendez-vous médical est terminé pour les ramener chez eux. Donc, il faut planifier tout ça. Et tout ça se fait grâce, de nouveau, à des méthodes mathématiques qui sont des extensions de ce que je viens de vous présenter. Typiquement, la décision qu'on a à prendre, c'est de concevoir la tournée. Donc, affectation des marchandises ou des patients au véhicule, quel véhicule va transporter quel patient, quel véhicule va servir quel magasin, quels itinéraires vont-ils suivre, selon quel horaire, quand est-ce qu'ils vont partir, quand est-ce qu'ils vont arriver aux différents endroits. Hein, si c'est pour un rendez-vous médical, vous ne pouvez pas arriver avec 1 heure de retard. Le médecin, il peut avoir 1 heure de retard, c'est fréquent, mais le patient, il est censé arriver à l'heure.
Donc voilà, il y a des problèmes de fenêtres de temps qui se posent. Et les défis à rencontrer, ben, c'est qu'on essaie de minimiser les coûts quelque part, hein, surtout dans le secteur privé. On veut minimiser les coûts des salaires, donc le nombre d'heures pendant lequel on doit payer les chauffeurs. On doit minimiser le carburant qui est utilisé, l'utilisation des véhicules. On a les fenêtres de temps que je viens de mentionner à respecter. De plus en plus, une des préoccupations majeures dans ce domaine-là, c'est pas seulement de minimiser le temps, mais c'est aussi de minimiser les émissions polluantes, par exemple, les émissions de CO2. Hein. Donc ça entre de plus en plus dans les modèles mathématiques. Ça n'existait pas il y a 30 ans, personne ne s'inquiétait de ça. Si vous me demandez qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, bah aujourd'hui on essaye de développer des modèles de ce type-là qui tiennent compte des impacts environnementaux, de plus en plus. Congestion des villes, les villes sont de plus en plus congestionnées. On a des infos en temps réel. De nouveau, je sais qu'à telle heure, mon camion, il était censé être à Anse à 10 h du matin et il est toujours bloqué à Serein. Qu'est-ce que je fais? Donc on a des infos en temps réel qui arrivent et il faut tenir compte de tout ça pour finalement arriver à sortir des plannings que les dispatchers et les entreprises vont pouvoir utiliser, ou les chauffeurs eux-mêmes, leur sortir des cartes routières de nouveau, leur sortir des listes de choses à faire, des cartes routières qui décrivent dans ce cas-ci, par exemple, chacun des circuits que vous voyez dans une couleur différente représente le trajet d'un camion qui part d'un entrepôt et qui va aller servir certains clients, par exemple des supermarchés dans lesquels on doit livrer les marchandises. Alors voilà, c'est un peu le même genre de modèle qu'avant, hein. C'est comme aller de Liège à Kaliningrad, sauf que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a plus de contraintes, il y a plus de camions, on veut tenir compte de toutes sortes de choses en temps réel, on veut le faire très vite. Il y a des modèles, des méthodes, des logiciels commerciaux qui existent pour faire ça. Donc il y a des sociétés qui développent des logiciels qui sont vendus, qui sont achetés par les entreprises, qu'on trouve à bord des camions maintenant. Mais c'est aussi un sujet de recherche scientifique. Donc il y a de nouveau, là, je vous ai montré 2 publications récentes qui ont été faites à HEC, parce qu'il y a des méthodes qui doivent être développées, parce qu'on n'est pas prêt à rencontrer tous les défis qui se posent dans ce cadre-là. Alors il y a des problèmes similaires dans des tas de domaines, en transport fluvial, maritime, aérien, etc. Okay. Je me tourne vers un type de problème un peu différent. Ça, c'était les problèmes d'itinéraire, ce dont je vous ai parlé. En gros, quel itinéraire faut-il suivre pour aller d'un point à un autre, pour aller livrer chez les clients, etc. Un type de problème auquel on s'intéresse beaucoup en logistique aussi, c'est tout ce qui est chargement de véhicules. Donc la question, c'est de savoir comment on peut charger son véhicule pour éviter des désagréments. Alors des désagréments, ça peut être ça, par exemple. Hein? Voilà un véhicule qui était mal chargé. Vous pouvez me dire on s'en fout, sauf l'âne, qui ne s'en fout pas, en l'occurrence. Donc ceci en principe doit fonctionner. Vous voyez l'avion là? Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il fait exactement la même chose que l'âne. Oui? Même cause, mêmes effets. Oh, il y a du vent en plus. Si vous regardez un petit peu les herbes, vous verrez que les herbes bougent très fort. Il y a du vent. L'avion n'a pas été bien chargé. Il est chargé un petit peu trop à la queue. Oui? Et oup, il fait comme l'âne. Oui? C'est amusant, hein? Marrant, sauf pour la compagnie qui est propriétaire de l'avion, évidemment, c'est nettement moins amusant. Hein? Et vous voyez, il continue. Hein? C'est pas la même chose qui passe en boucle, hein? C'est l'avion qui se promène comme ça. Donc c'est le genre de difficulté qu'on veut éviter quand on charge des avions. Zut, alors c'est pas ça que je voulais, moi. Je sais pas pourquoi je suis revenu là. Oui. Donc les problèmes de chargement de véhicules sont des problèmes importants en pratique. Sinon, on se retrouve dans cette situation-là. Hein. Voici encore une autre photo, c'est un autre avion. Donc, c'est assez fréquent, en fait. C'est assez fréquent. Vous voyez, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des tas de photos comme ça. Il ne faut pas croire que ça s'est passé une fois et qu'il y avait justement quelqu'un en train de filmer avec son iPhone à ce moment-là. C'est assez fréquent que les avions soient mal chargés et que ça crée des désagréments. Moi, je me suis trouvé une fois dans un avion où il y avait assez peu de monde.
et on a déplacé tous les passagers qui étaient dans l'avion. Donc on a demandé à tout le monde de bouger, changer de siège pour s'assurer que l'avion était bien chargé correctement. S'il n'est pas bien chargé, on va affecter la stabilité au sol, hein, c'est ce qu'on vient de voir. L'avion n'est pas stable quand il est au sol. La stabilité en vol, ce qui est encore nettement plus amusant. Hein. Tant qu'il bouge un petit peu au sol, je m'en fous. S'il commence à bouger comme ça en l'air, c'est nettement plus inquiétant. Donc on veut que ce soit bien chargé pour maîtriser la stabilité en vol. La consommation de carburant est affectée par le chargement, la façon dont on charge l'avion. S'il vole comme ça, c'est bien. S'il vole comme ça, c'est nettement moins bien, hein, en termes de résistance à l'air. La facilité de chargement ou déchargement, si vous pensez à des avions cargo, comme on en a beaucoup à l'aéroport de Liège, hein, il y a beaucoup d'avions cargo qui passent par là. Souvent, ils arrivent, je ne sais pas, ils arrivent d'Israël ou de Chine. Ils se posent à Bierzet, à l'aéroport de Liège, et puis ils repartent pour aller faire une livraison ailleurs, à Francfort ou ailleurs. Et donc, il y a des marchandises qui doivent sortir à Liège et d'autres qui vont rester dans l'avion parce qu'elles vont aller à Francfort. Et donc, l'ordre dans lequel on charge l'avion est important aussi. Ce n'est pas seulement une question de stabilité, c'est aussi qu'il faut mettre près de la porte ce qui va sortir le premier, et pas dans le fond. Hein. Donc il y a des questions de ce type-là qui paraissent assez triviales, encore une fois, hein, peut-être pas très excitantes, mais enfin c'est important tout de même en termes de manutention. Il y a des questions similaires pour les navires, au fait. Hein. Je vous parle d'aviation ici, mais il y a des questions similaires pour les bateaux. Si vous ne chargez pas bien un bateau, voilà ce qui se passe. Hein. Donc les questions de stabilité, sont très importantes pour le chargement des navires aussi. J'ai oublié les chiffres, mais chaque année, il y a des milliers de containers qui se perdent en mer. Hein. Vous savez peut-être ça, oui. Si vous vous intéressez un petit peu aux courses de voiliers, par exemple, les courses autour du monde, etc., le plus gros obstacle que rencontrent, littéralement, le plus gros obstacle que rencontrent les voiliers dans les tours du monde, ce sont les containers qui flottent sous la surface, là, hein, juste sous la surface, et boum, on cogne un container qu'on n'a pas vu. Donc il y a des milliers de containers qui se promènent dans la mer, hein, qui ne devraient pas y être normalement. Donc le problème du chargement équilibré des véhicules, c'est un problème important. Voici une formulation pour le domaine de l'aviation. Hein, les problèmes sont différents dans différents domaines. Étant donné les caractéristiques d'un appareil, sa taille par exemple, sa capacité de chargement, et les palettes, on appelle ça des ULD en aviation, donc les palettes à charger dans l'avion, ça c'est l'intérieur de l'avion, hein, c'est le corps de l'avion, le fuselage. Il faut déterminer l'emplacement de chacun des ULD, parce que ça va affecter l'équilibre. Ça va affecter le centre de gravité. Donc les pilotes d'avion, hein, à Bierzet, à Liège ou ailleurs, les pilotes d'avion cargo en particulier, avant de décoller, ils doivent vérifier que le centre de gravité du chargement se trouve bien dans une zone qui est délimitée et qu'ils possèdent sur une carte. Donc ils ont des cartes qui leur montrent la zone dans laquelle peut se trouver le centre de gravité de l'avion. Sinon, problème, ils ne peuvent pas décoller. Donc il faut vérifier que le centre de gravité se trouve au bon endroit. Il faut minimiser le moment d'inertie pour les questions de stabilité, encore une fois. Et il faut respecter d'autres contraintes, entrée et sortie, des produits dangereux qui ne peuvent pas être les uns à côté des autres. C'est un petit peu ce qu'on vous racontait tout à l'heure. Hein. On ne peut pas mettre des produits inflammables à côté de produits qui vont chauffer, par exemple, etc. Alors j'ai des collègues qui ont travaillé sur ce problème-là il y a quelques années. Ils ont publié un article en 2015 là, sur ce sujet-ci. Vous pouvez en trouver une description sur le site de l'université. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, simplement juste vous montrer que ceci peut se transformer en modèle mathématique de nouveau. Donc voilà. Je ne vais pas tout vous expliquer. Oui. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais ce qui est écrit là au tableau pour l'instant, enfin au tableau à l'écran, ce que je vous montre à l'écran, c'est un modèle mathématique qui permet d'exprimer le problème de l'optimisation du chargement. On revient sur cette notion d'optimisation. Hein. On veut trouver un chargement qui soit optimal en termes de positionnement du centre de gravité, par exemple, de déviation du moment d'inertie, etc. Donc on a un problème tout au-dessus, il est écrit minimiser une fonction. Et puis il faut respecter des tas de contraintes. Donc les valeurs qu'on donne aux variables, elles doivent satisfaire certaines contraintes. Par exemple, on ne peut pas poser une palette à l'extérieur de l'avion. Oui.
Plus prosaïquement, on ne peut pas les poser n'importe où, il y a des palettes qui sont plus grandes que d'autres, on ne peut pas les mettre n'importe où dans l'avion, etc. Donc il y a toute une série de contraintes qui se transforment en quoi? En équations mathématiques, en équations linéaires dans ce cas-ci. Donc ce que j'ai là, c'est un énorme système d'équations et d'inégalités linéaires. Donc c'est un problème de minimisation de fonctions, de nouveau, on revient au même type de sujet que dans la présentation précédente, sans dérivés. Parce qu'on est dans le domaine discret ici, donc il n'y a pas de dérivée ici. On a des problèmes de minimisation de fonctions avec des contraintes à respecter. C'est un domaine de recherche extrêmement actif à l'heure actuelle dans le monde entier. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ce genre de problème pour essayer de trouver de bonnes méthodes. On vous a parlé tout à l'heure, ça c'est M. Rigaud qui en parlait, de problèmes difficiles, de problèmes faciles, comme les problèmes de coloriage qui sont difficiles. Ceux-ci sont des problèmes très difficiles à résoudre, si on a beaucoup de variables. Donc on travaille beaucoup sur les algorithmes. Et les développements, ils se font à l'heure actuelle sur les algorithmes. Les ordinateurs sont plus rapides qu'avant, ça nous aide, mais si on compte uniquement sur l'accélération de la vitesse des ordinateurs, on n'ira nulle part. Ce qu'il faut, c'est améliorer les méthodes. Donc voilà, j'avais illustré la notion de minimum local, minimum global. Nous, ce qu'on cherche typiquement, c'est un minimum global. On ne se contente pas d'un minimum local, parce que s'il y a 5% de différence là, de coût, ou bien 5% de différence sur la qualité du chargement, c'est important. C'est important. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué qu'en analyse classique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je vous l'ai dit. Vous avez vu probablement, vous voyez en réto, je ne sais pas très bien quand, des systèmes d'équations linéaires, 2 ou 3 variables en tout cas, ça vous le voyez. Ici, moi, j'ai beaucoup d'équations linéaires avec beaucoup de variables. Et puis, on a des contraintes. Donc, on fait de l'algèbre linéaire. Et puis, on a des méthodes d'optimisation qui sont adaptées pour ce type de problème-ci. Et donc ici, on retrouve encore la même chose. Il y a des problèmes pratiques qui se posent. Ça, c'est la démarche typique du mathématicien défroqué, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. On a des problèmes. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord le problème. C'est l'application. Et puis, je vais essayer de développer les méthodes qui me permettent de résoudre ce problème-là, de répondre à ce problème-là. Un peu comme Euler il y a 300 ans ou comme les Babyloniens il y a 4000 ans. Je suis confronté à un problème, j'essaie de le résoudre. Allez, un petit dernier, peut-être pour la route, je ne sais plus très bien où j'en suis. Gestion des stocks, encore un autre domaine. Donc, il y a un problème absolument classique en logistique, c'est le problème de décider combien de stocks de marchandises on doit garder dans ses entrepôts ou dans son magasin. Donc, typiquement, voici une formulation simple, à intervalles périodiques, toutes les semaines, je vais faire mes courses au Delhaize. Donc, à intervalles périodiques, je commande un certain nombre d'unités d'un produit. Toutes les semaines, j'achète 3 boîtes de lait. Alors, de façon générale, la question, ce sera combien est-ce que je dois commander? Pas nécessairement 3, je vais appeler ça Q, c'est la quantité à commander, Q pour quantité. Si j'en commande trop, je vais devoir financer mon stock. Donc, si j'achète 300 boîtes de lait, plutôt que 3, en me disant « ouais, c'est un peu idiot, je vais toutes les semaines au Delhaize pour acheter 300 boîtes. Donc j'achète 300 boîtes de lait, ça va me coûter beaucoup d'argent, et en plus, je n'ai même pas la place pour les mettre chez moi. Donc je suis confronté à des problèmes d'espace de stockage, je dois financer, mon lait il va devenir mauvais, donc il va se déprécier. Donc il ne faut pas que je commande trop, parce qu'il y a un coût de possession. D'un autre côté, si je commande trop peu, je vais tomber à court de lait, et si je ne prends qu'une boîte de lait, il faudra que je retourne au Delhaize 3 fois par semaine. Donc là, il y a ce qu'on appelle un coût de commande, on appelle ça un coût de commande, un coût de réapprovisionnement du stock, si je commande trop peu. Donc je ne veux pas commander trop, je ne veux pas commander trop peu. C'est quoi trop ou trop peu? Comment est-ce que je vais traduire ça? De nouveau, il me faut une traduction. Je vais le traduire de façon mathématique pour trouver un bon compromis entre le coût de possession, qui ne doit pas être trop élevé, et le coût de commande, je ne dois pas aller trop souvent au Delhaize. Pourquoi? Pour minimiser mon coût total par unité de temps. Donc je veux que sur un mois, mon coût total soit minimum. Alors je ne vais pas prendre le temps de le faire en détail, mais on pourrait passer, vous pourriez faire ça en classe, si on veut calculer le coût annuel en fait de commande, c'est une fonction assez simple. C'est une fonction de Q, de la quantité que je commande, donc c'est C fois D divisé par Q, plus P fois Q divisé par 2. Q, c'est la quantité que je ne connais pas. Combien est-ce que je dois commander? C, D, P, on va supposer qu'on les connaît. C'est le coût d'une commande, le coût de possession d'une unité de stock et la demande annuelle.
Et ce qu'on veut, c'est minimiser cette fonction-là, qui est une fonction de la quantité commandée. Donc la fonction, elle ressemble à ça. Hein. Donc vous voyez, il y a un poids minimum là, que je cherche à déterminer. Et de nouveau, comme on l'a vu avant, hein, ben voilà, ici, dérivé, là, je reviens au dérivé, on va dériver. Il y a un minimum unique, en plus, dans ce cas-ci, c'est une belle fonction convexe. Hein. Donc il y a un minimum unique, on va dériver, on va annuler la dérivée, et on va trouver le point qui vérifiera les conditions du deuxième ordre automatiquement. Vous pouvez le calculer facilement. Et la quantité qui minimise le coût total, on la connaît bien, c'est la formule de Wilson, 1934. Et voici la formule. Donc la quantité qui minimise le coût total, c'est racine carrée de 2 fois C fois D divisé par P. OK, bon, problème résolu, hein, depuis 1934. Pas très compliqué, de nouveau, c'est au niveau, je ne sais pas, 5e ou 6e peut-être, hein, j'imagine. Alors en pratique, cette formule-ci, elle est généralement trop simple parce que l'environnement est plus compliqué. L'environnement de gestion est plus compliqué que simplement aller au Delhaize pour acheter des boîtes de lait. Donc voici une extension intéressante au stock pharmaceutique, pour vous montrer comment, en pratique, ça peut se poser aujourd'hui de façon beaucoup plus compliquée. Plus précisément, je m'intéresse au stockage et à la production des médicaments en phase d'essai clinique. Ça veut dire quoi la phase d'essai clinique? Ça veut dire qu'une société pharmaceutique a eu l'idée de développer un nouveau médicament pour lutter contre le coronavirus, par exemple au hasard. D'accord, donc ils ont une idée. Avant de pouvoir le mettre sur le marché, ils doivent le tester. On va faire des tests en laboratoire d'abord, hein, et puis on va faire des tests. À un moment, on passe en test à échelle réelle. Donc on va commencer à prendre des patients dans le monde entier peut-être, et on va inoculer le vaccin, ou bien on va fournir des doses de médicaments aux patients, et on va observer pendant une longue période comment ils réagissent. Et on doit faire tout ça avant de pouvoir mettre le médicament sur le marché. Ça s'appelle les essais cliniques. Donc les défis, c'est un peu les mêmes que précédemment, mais au carré ou au cube. Donc d'abord, quand vous produisez des médicaments, ça coûte une fortune de produire des médicaments, en particulier quand vous n'êtes pas encore en phase de production industrielle. Là, on est en train de produire des petites quantités juste pour pouvoir faire les tests. Ça coûte très 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 cher. Donc on ne veut pas en produire trop, on ne veut pas avoir du surstock. Les ruptures de stock, elles sont extrêmement coûteuses. Si vous n'avez pas le médicament donné, le médicament dont vous avez besoin à un moment donné pour le patient qui se trouve à Marseille et qui doit le prendre parce que c'est l'heure à laquelle il doit le prendre, si le patient ne l'a pas, ça veut dire que le patient sort de l'étude clinique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, le patient sort de l'étude clinique et ça veut dire que l'étude clinique est en train de se casser la figure parce qu'on n'aura pas assez de patients. Hein, les sociétés pharmaceutiques doivent démontrer aux organismes de contrôle qu'elles ont un certain nombre de patients qui ont été suivis pendant un certain temps. Dans le pire des cas, peut-être que le patient va mourir. Oui. Donc c'est un peu embêtant, encore une fois. Donc on veut éviter le sous-stockage de nouveau. On veut pas en avoir trop peu, on ne veut pas en avoir trop. Donc c'est le même genre de problème qu'avant. Mais c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce que c'est un nouveau médicament. Coronavirus, personne ne comprend ce qu'il fait précisément à l'heure actuelle. Donc il y a énormément d'incertitudes. On est dans un univers incertain. Les coûts sont mal connus, la réaction de la population est mal connue, les dosages sont mal connus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la simulation informatique. Donc, on va faire beaucoup de simulation informatique pour essayer de maîtriser un petit peu l'incertitude. Alors, quand je dis on, en l'occurrence, je fais référence pas à un travail qui a été fait à l'université dans ce cas-ci, mais dans des développements qui ont été faits dans une société qui s'appelle Enside, qui est une société commerciale qui a été développée au départ de l'université de Liège, en fait HEC, j'en suis partenaire. Donc c'est une société commerciale qui développe des logiciels d'aide à la décision. Partenariat entre l'UCL, l'Université catholique de Louvain, et HEC Liège. Et donc cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe des algorithmes pour des problèmes comme celui-ci. Donc ils ont une centaine de personnes qui ne font que développer des algorithmes d'optimisation, des algorithmes de recherche opérationnelle pour aider les entreprises. Donc en l'occurrence, ils ont développé un logiciel qui s'appelait CityFast. Et en gros, voilà, le logiciel il permet d'aller de la substance qui constitue le médicament jusqu'à la production, le packaging, hein, donc la mise en sous-emballage primaire ou secondaire, l'entreposage, l'expédition vers les patients pour les essais cliniques, etc. Donc les logiciels permettent d'optimiser ces phases
production, stockage de médicaments, pour faire simple. Donc voilà, ce sont des défis de nouveau pour des problèmes de très grande taille, avec des coûts. Les coûts qui sont sous-jacents aux essais cliniques sont gigantissimes. Hein, on parle chaque fois de millions d'euros qui sont en jeu pour chaque essai clinique, même pour des petits. Et les clients du logiciel en question, ce sont tous les plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux. Ok, j'en ai à peu près terminé. Je vais juste vous mentionner un tout dernier truc, mais je n'ai qu'un slide là-dessus, juste pour vous montrer que, de nouveau, c'est vraiment partout, et vous êtes soumis à ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de the world's most important invisible profession. La profession est invisible parce que vous ne savez pas, quand vous entrez dans une destination dans votre GPS, vous ne saviez pas probablement que vous étiez en train d'utiliser un algorithme de recherche opérationnelle. Hein. Un autre algorithme auquel vous êtes fréquemment confronté, c'est celui qui tourne lorsque vous essayez de faire une réservation sur Ryanair ou dans un hôtel, quelque part. Vous avez déjà remarqué probablement que si vous essayez de faire une réservation, si vous essayez aujourd'hui ou demain, vous n'aurez pas les mêmes prix. Donc le Ryanair va vous proposer des prix différents, ou bien le Thalys va vous proposer des prix différents. Pourquoi? Parce que ces entreprises doivent gérer un stock, qui est le stock de places dont elles disposent. Il y a, je ne sais pas moi, 3500 places sur un train Thalys peut-être, et il faut gérer le nombre de places dont ils disposent. Et en fonction de l'offre et de la demande qu'ils ont enregistrées jusqu'au moment où vous vous connectez, ils vont adapter leur prix. Donc s'ils voient que l'offre est que la demande a été très faible, bah, ils vont peut-être diminuer un petit peu leur prix pour essayer d'attirer le chaland. Et par contre, s'ils ont déjà vendu presque tout leur stock, bah, ils peuvent se permettre de remonter les prix parce que de toute façon, il ne reste que quelques places disponibles. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Il y a des tas d'effets pervers, comme pour tous les algorithmes, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure en intelligence artificielle. Mais ces algorithmes, on parle d'algorithmes de revenue management ou de yield management. Donc, on essaie de tirer le meilleur revenu possible ou la meilleure productivité possible du stock dont on dispose. Ils sont utilisés par toutes les grosses sociétés de transport, les sociétés hôtelières, etc. Donc, vous êtes confrontés à ça en permanence, même si vous ne le savez pas. Voilà. Donc, quelles sont mes conclusions? Ben, je pense que ce sont un petit peu les conclusions de la journée, peut-être, mais il y a énormément d'applications des mathématiques dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines de la vie réelle, en particulier dans le domaine du transport et de la gestion des entreprises. Pour ce qui me concerne, c'est le domaine d'application privilégiée de cette discipline qu'on appelle la recherche opérationnelle et qui se rapproche de plus en plus, ou est très proche à beaucoup de points de vue de l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus connue en termes de labels ou d'étiquettes et de la statistique par ailleurs. Donc il y a des interactions entre tous ces domaines. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les combinaisons de modèles et de méthodes qui relèvent de l'analyse classique. Je vous ai montré des dérivés, des systèmes d'équations linéaires, des algorithmes de graphes dont on avait déjà parlé avant, de la théorie probabiliste et statistique pour traiter l'incertitude. C'est vraiment un thème qui est extrêmement actuel. Traiter l'incertitude, ça passe par les probabilités, par la statistique, des méthodes d'optimisation, des méthodes de simulation numérique sur ordinateur. Et donc, à cause de leur taille, de leur complexité, tous ces problèmes sont en lien constant avec l'outil informatique. Donc on fait des maths qui sont utilisés par l'outil informatique pour résoudre des problèmes réels. Donc il y a cette interaction permanente entre tous les domaines. Donc est-ce que les maths servent à quelque chose? Ben oui. Est-ce qu'il y a encore des développements mathématiques? Ben oui, parce que tous ces problèmes-là n'existaient peut-être pas il y a 20 ans, ou bien on ne pouvait pas les attaquer, on n'avait pas les outils. Et donc, on est bien obligé, on aime bien, hein, on a le plaisir de pouvoir développer de nouvelles méthodes mathématiques ou de nouvelles applications des mathématiques pour répondre à des problèmes actuels, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de mon exposé. Je ne sais pas si...